Bien, bien, maintenant, je donne la parole à Ladislas Agenal de l'ENAC, qui va nous faire part de son expérience d'ingénierie sociale en jeu sérieux, ou on va dire de sensibilisation à la résistance à l'ingénierie sociale au travers d'un jeu sérieux. Ok, À toi, merci. Ladislas. Tout le monde m'entend? Oui, oui, ça marche très bien. Ça marche? Ok. Oui, alors un jeu sérieux, il y a un petit jeu de mots évidemment entre enjeu et c'est un enjeu sérieux. Et puis c'est proposer une expérience, comme tu l'as dit, sous forme de jeu sérieux. Donc d'abord, merci d'avoir accepté ma proposition de talk et merci à toutes et à tous d'y assister. Euh, pour changer un peu, je vais vous parler de sciences douces, de pédagogie et de psychologie. La psychologie sociale, c'est un peu mon violon d'ingre. Notre cerveau, c'est cet objet fascinant et mystérieux dont il reste des territoires inconnus à explorer et qui possède d'incroyables capacités, mais aussi des failles. Je reviendrai là-dessus plus tard. Dans cette chasse aux données personnelles, aux mots de passe, aux codes PIN, aux numéros de carte de crédit ou de sécurité sociale, c'est nous la cible, c'est nous le gibier. La proie idéale, comme dans l'expression anglaise, fair game, serious game for a fair game. Alors bon, j'ai fait cette présentation en anglais la semaine dernière, donc voilà, ça vient de là, hein, serious game for a fair game, un jeu sérieux pour une proie facile. Donc, je m'appelle Ladislas Agenal, je suis né dans le précédent millénaire, je suis enseignant, vous savez quoi, en sécurité des systèmes d'information à l'ENAC, qui est donc l'École nationale de l'aviation civile. Juste une page de pub rapide. On a monté depuis 6 7 ans déjà un stage de 4 jours et demi sur l'ingénierie sociale avec beaucoup d'exercices pratiques et un peu de tech aussi, un peu de technique. N'hésitez pas à visiter notre site, notre page web. Voilà, c'est fait. Alors, le menu de la présentation, donc introduction, définition, constatation, émotion. Daniel Kahneman et sa contribution, les rouages de la manipulation, proposition, motivation, illustration, métacognition, conclusion, démonstration. Et puis à la fin, en option, des questions. Ce document devrait normalement vous rappeler quelque chose. Il a été introduit dans le cadre du processus de confinement. Je ne suis pas sûr que vous ayez eu la moindre idée de sa réelle utilité. En effet, l'attestation de déplacement dérogatoire, hein, auto-remplie et auto-accordée, et souvent sans justificatif, paraissait a priori fantaisiste et inutile. En fait, ne vous méprenez pas, ce certificat était une façon de mobiliser les individus, un moyen d'obtenir un engagement de leur part. Et le besoin de cohérence ferait le reste. En sciences politiques, l'ingénierie sociale est une pratique visant à modifier certains comportements de groupes sociaux sur une large échelle. À moins d'avoir fait une retraite spirituelle au cours des 4 dernières années, vous avez tous remarqué une augmentation significative de la cybersécurité depuis le Covid-19 et la guerre en Ukraine. La sécurité des systèmes d'information n'est pas un long fleuve tranquille. La plupart des attaques ont utilisé des techniques d'ingénierie sociale. Dans cette attaque du mois d'octobre dernier contre deux casinos de Las Vegas, euh, on peut noter, en tout cas moi j'ai noté, alors vous pouvez vous documenter là-dessus. Si vous le faites, vous verrez que
les attaquants ont étudié avec de l'OSINT, hein, euh, le nom des admins de ces casinos, le nom de leur épouse, de leur enfant, où ils allaient à l'école, où leur femme travaillait. Et ensuite, on envoie un message assez agressif en disant, bah, si vous nous donnez pas vos mots de passe d'admin, on tue vos enfants, on tue vos femmes et enfants, quoi. Donc voilà, donc on peut noter que les choses n'évoluent pas nécessairement vers plus de finesse et plutôt dans ce cas-là vers une forme de terreur. Ça met en évidence la nécessité pour les entreprises et les institutions d'améliorer la sensibilisation et la vigilance de leurs employés. On voit ici que l'intelligence artificielle ne facilite pas la tâche. Ici, c'est une attaque récente dont vous avez peut-être déjà entendu parler, probablement. En tout cas, ceux qui étaient présents physiquement ou en ligne à la journée de l'OSIR, ça a été brièvement évoqué. L'IA permet une extension vertigineuse des champs du possible, en ingénierie sociale également, évidemment. Voilà la définition de l'ingénierie sociale en cybersécurité. Donc, je vous la lis pas. Peut-être que vous aurez le temps de la lire. Je vous laisse un peu de temps. Mais en cybersécurité, en tout cas, il n'y a aucune bienveillance. Quand on parle d'ingénierie sociale dans ce domaine, il n'y a aucune bienveillance. Il est question de tromperie, d'escroquerie et de manipulation. Bon, je vous ai mis une citation du grand gourou Bruce Schneier, que tout le monde connaît évidemment. Donc, constatation, des travaux en psychologie sociale ont prouvé que l'être humain est par conception vulnérable. Et d'autres études révèlent le peu d'efficacité des campagnes anti-phishing. Bon, je sais que c'est un peu de dire ça, ça peut être polémique. On peut en reparler après si vous avez des questions. Je pourrais y répondre. Vous pouvez vous poser la question justement pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi je me permets de dire que les campagnes sont peu efficaces? Alors j'ai quelques arguments. Le premier, c'est le biais d'optimisme. Donc c'est un biais, je vais expliquer ce que c'est un biais cognitif. Donc, dans ce biais-là, particulièrement, la victime pense que les événements positifs sont plus susceptibles de se produire pour eux que pour les autres, et à l'inverse, que les événements négatifs sont plus susceptibles de s'abattre sur d'autres personnes qu'eux-mêmes. Ce biais est d'autant plus fort, et je pense que c'est facile à comprendre, si vous venez de suivre une formation de sensibilisation et notamment une formation, une campagne anti-phishing. Donc j'ai été formé, il ne peut plus rien m'arriver. Et donc voilà, euh, je suis blindé, quoi, en gros. Euh, le deuxième argument, ces campagnes sont mal conçues et plus particulièrement les séances d'apprentissage. Bon, je sais qu'il y a aussi, bon, aujourd'hui, enfin, j'ai fait ces constatations il y a quelques années déjà. Euh, euh, bon, l'apprentissage est suivi par souvent, très souvent, l'envoi de mails tout azimut au personnel de l'entreprise, donc des mails supposés être des mails malicieux. Bon, on pourra en reparler si vous voulez, c'est pareil. Euh, je veux pas, enfin, voilà, on peut développer ça sans problème, si vous voulez. Euh, et puis finalement, je dirais qu'elles ne sont pas assez engageantes, ces campagnes. Et c'est d'ailleurs pour ça, enfin, on va le voir, que je me suis engagé dans ce projet, quoi. Alors, maintenant, faut peut-être que vous regardiez mon petit visage, là, qui doit être au-dessus de votre interface, parce que euh, ouais, parce que je vais faire une expérience en direct et je ne l'ai jamais faite en visioconférence, donc je ne sais pas si ça va marcher. Mais pour que ça marche, il faut que vous me regardiez, là. Voilà. Mais pas tout de suite. Bon.
Vous avez probablement tous suivi, et j'ai pas dit subi, d'accord? Tous suivi une campagne anti-phishing. Et donc, vous pensez qu'un expert en cyber comme vous tous, ne peut pas tomber dans les pièges des ingénieurs sociaux. On descend tous de Descartes, je pense donc je suis et blabla blabla. On est tous forcément rationnels. Donc voilà, je vous présente mon crayon favori. C'est mon crayon. C'est mon ami. Il s'appelle Jean-Claude. D'accord? Voilà, Jean-Claude. Et si je fais ça, quelque chose en vous meurt parce que les gens peuvent s'identifier à n'importe quoi. Nous pouvons éprouver de l'empathie pour un crayon. Nous sommes émotionnels. Donc, nous sommes émotionnels, nos décisions sont basées sur les émotions et nous avons des biais cognitifs. Et je voudrais maintenant souligner l'importance majeure du travail de cet homme-là, Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie, il y a quelques années déjà. Euh, donc, lui, donc dans ce livre, Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée, donc ça c'est la version française, très succinctement, en une phrase, mais je vais développer évidemment, les gens font trop confiance au jugement humain. Donc ce grand homme a défini deux systèmes de pensée. Le système 1, donc fast thinking en anglais, et le système cognitif qui fonctionne de manière automatique, involontaire, intuitive, rapide et demandant peu d'efforts. Il est le moins coûteux en énergie. Ça, c'est important. C'est par exemple grâce à lui que les individus sont capables de reconnaître la colère de manière immédiate sur le visage d'une personne. Bon, ça, c'est un petit extrait de Wikipédia. Je le cite quand même un petit peu. Enfin, c'est un extrait de Wikipédia. À l'inverse, le système 2, lui, nécessite une certaine concentration, une certaine attention de la part de l'individu. Il intervient dans la résolution des problèmes complexes grâce à son approche analytique. Il est toutefois plus lent que le système 1 et intervient lorsque le système 1 est confronté à un problème nouveau auquel il ne sait pas répondre. Les deux systèmes ne sont jamais activés au même moment. Le système 1 est émotionnel, le système 2 est rationnel. Et donc le système 1 introduit des biais cognitifs, donc rapides, intuitifs, etc. Donc le système 1, le biais cognitif est lié au système 1. Bon, qu'est-ce que c'est un biais cognitif? C'est une déviation dans le traitement cognitif d'une information. Le terme biais fait référence à une déviation de la pensée logique et rationnelle par rapport à la réalité. Les biais cognitifs conduisent le sujet à accorder des importances différentes à des faits de même nature et peuvent être repérés lorsque des paradoxes ou des erreurs apparaissent dans un raisonnement ou un jugement. Euh, ah ouais, là, il faut que je déplace mon truc parce que j'y vois plus rien. Alors, les principaux biais associés à la pensée du système 1 qui peuvent être exploités en ingénierie sociale de cybersécurité, s'entend, sont les suivants. Le biais de familiarité, l'aversion à la perte, l'effet d'immédiateté, le biais égocentrique, ça marche très bien aussi. Incertitude et stress, le biais de conformité, la science, l'effet de contraste. Bon, j'aurai pas l'occasion de vous expliquer tout ça. Des biais cognitifs, il y en a environ, enfin, il en a été recensé un peu plus d'une centaine, donc c'est beaucoup. Wikipédia pourra vous aider, surtout la version anglaise, où il répertorie beaucoup de biais cognitifs. Sinon, il y a énormément, enfin, en tout cas, il y a pas mal de sites de psychologie sociale où vous avez les biais et les expériences de psychologie associées qui les ont mis en exergue, qui les ont découverts ou mis en valeur.
Euh, alors, on passe ici. Donc, en bref, ouais. Qu'est-ce que je vais vous montrer en bref? Alors, bien sûr, vous connaissez tous ces schémas illustrant le risque de SSI, la menace, les actifs, les vulnérabilités et tout le tralala. Enfin, c'est pas vraiment du tralala, mais bon. Si on établit un parallèle avec la sémantique utilisée en gouvernance de risque de SSI, donc l'actif ici, c'est l'humain, vous avez compris. La menace ou méthode d'exploitation, c'est les principes ou leviers d'influence, j'y reviens. Là où les vulnérabilités, ben, ce sont les biais cognitifs. En résumé, les principes d'influence ciblent les humains en exploitant les biais cognitifs. Alors, il y a un autre monsieur qui s'est pas mal mis en valeur, hein, qui est assez connu dans le monde de la psychosociale et du marketing, hein, puisque souvent, très souvent, la psychologie sociale, enfin, en tout cas, les chercheurs ont été financés par des grandes boîtes et des marketeurs. Donc lui, il est connu, Robert Cialdini, il est assez connu pour son livre Influence et manipulation, l'art de la persuasion. Alors, ce qu'il a fait, lui, c'est qu'il a défini donc en fait, je vais en mettre huit, mais bon, dans son ouvrage d'origine, il a défini sept grands principes fondateurs. Donc, 7 plus un levier d'influence. Donc, on a la réciprocité, l'autorité, la rareté, l'engagement et la cohérence, la sympathie, la preuve sociale, l'appartenance et l'unité et la familiarité. On peut également ajouter, enfin en tout cas moi j'ajoute le contraste. Alors petite parenthèse, l'humour par exemple permet de gagner la sympathie. Donc la sympathie c'est un des leviers d'influence. Donc, bon, on va voir ça tout de suite, mais l'humour, par exemple, ça permet bon, de séduire et donc de gagner la sympathie. Il y a un autre élément qu'il ne faut pas ignorer, c'est la provocation. La provocation, ça peut éveiller une forme de curiosité et constituer une accroche. Donc, on peut éventuellement mettre ça euh, dans la sympathie, même si, bon, c'est un peu tordu. Bon, permettez-moi d'ajouter une chose très importante, c'est que le système 1 contrôle l'esprit par défaut. Donc, on n'est pas rationnel. Bon, j'ai essayé de vous le montrer avec une petite mise en scène, mais on n'est pas du tout rationnel, on est par défaut émotionnel. Euh, et puis, donc, l'ingénieur social va utiliser les leviers d'influence appropriés pour maintenir la victime en système 1. Donc le système 1, c'est celui qui a des biais. Euh, pour passer au système 2 et euh, se, se poser et réfléchir, ben, il faut le vouloir, c'est pas automatique, d'accord? Il n'y a qu'un système qui fonctionne à la fois. Donc l'ingénieur social, lui, son objectif, c'est de vous maintenir en système 1. C'est comme ça que ça fonctionne, l'ingénierie sociale. Alors ici, bon, je sais pas, on a le temps. Enfin, je ne sais pas si on a le temps ou si vous avez envie de jouer. Bah, si on a le temps et si vous avez envie de jouer, bon, je vous laisse jouer. L'idée ici, c'est une question qu'on trouve dans le jeu, hein, parce que je vais en parler, mais un jeu, il est sérieux. Donc, il n'y a pas que du jeu, il y a aussi de l'enseignement, des choses un peu plus sérieuses. Donc ça, c'est une question qui est dans le jeu. Donc il faut relier chaque principe d'influence ou levier d'influence vers sa définition. Donc euh, on va le faire tranquille. Donc l'autorité, c'est par exemple ce qui a occasionné quelques catastrophes aériennes, hein. Moi, je bosse à l'école de l'aviation civile, donc euh, à l'école de l'aviation civile, on étudie aussi comment les catastrophes arrivent. Et
pourquoi elles sont arrivées, hein, fameux diagramme de Horizon, là, euh, pour ceux qui connaissent. Et il y a quelques catastrophes aériennes qui sont consécutives à soit, euh, soit entièrement, soit c'est un événement qui est arrivé au cours de enfin, qui a précédé la catastrophe. Bon. Et donc, on s'intéresse à ça, au phénomène d'autorité. Euh, donc, une de ces catastrophes, ça se passe en Corée, par exemple, au lendemain de la guerre de Corée, où on a recruté tous les pilotes de chasse dans la compagnie nationale, Korean Airways, Korean Air. Et donc, ces pilotes, ben, ils avaient des copilotes qui étaient civils, donc c'était des anciens commandants de l'armée, et donc ils avaient l'autorité. Et donc, il y a une catastrophe notamment euh, où le pilote, le chef pilote, n'écoute pas son copilote bon, voilà, il se plante. Là, il y a des travaux sur la piste, il s'engage sur la mauvaise piste et il crache son avion au roulage. Bon, bref. Donc, c'est l'idée que les personnes expertes sont vues comme plus crédibles, ainsi, elles sont donc aussi plus persuasives et influentes. La réciprocité, c'est l'idée que ben, quand on vous fait un cadeau, vous êtes redevable. Et donc, pour vous manipuler, ben, on va faire des confidences, on va partager des secrets avec vous, on va vous faire des cadeaux. Et puis, dans l'idée que vous allez être redevable et rendre le cadeau, rendre la confidence, donner des secrets. Bon, la sympathie, c'est l'idée que quelqu'un que l'on aime et qu'on apprécie fortement impacte votre jugement, votre comportement. Euh, la preuve sociale, c'est on est tous des êtres sociaux, hein, depuis la préhistoire. Donc, on se conforme à ce que font les autres. Lorsqu'on ne sait pas quoi décider, lorsqu'on n'est pas sûr de sa décision, c'est pas sûr de quoi faire, eh ben, finalement, si on observe les autres, on fait comme eux. Alors moi, j'ai toujours un exemple, bon, on a le temps, mais j'ai toujours un exemple, si vous prenez l'avion régulièrement, vous verrez que pour embarquer, tout le monde se lève, même si vous avez le numéro 288 dans l'ordre d'embarquement, tout le monde se lève et fait la queue debout. Alors que vous avez une place réservée, on ne va pas vous la voler. Et puis de la même façon, lorsque vous arrivez au bloc, tout le monde se lève, alors que même si vous êtes au fond de l'avion, tout le monde se lève, alors qu'on sait que ça va prendre un quart d'heure avant d'arriver à la porte. Donc ça, c'est la conformité. Enfin, il y a plein d'expériences là-dessus. Enfin, la preuve sociale ou conformité, c'est pareil. Le contraste. Le contraste, c'est utilisé dans les sphères managériales, entre autres. Donc, votre boss, votre chef veut vous faire faire quelque chose. Euh, il n'est pas sûr que vous allez accepter. Donc, il va d'abord vous demander un truc infaisable. Vous allez refuser. C'est pas possible. Du genre, passer la serpillière, ou je sais pas quoi. Bon. Euh, il n'y a pas de sous-métier, à ceci dit. Mais bon. Et puis, donc, vous allez refuser. Et puis, il va vous demander tout de suite après ben, ce qu'il voulait vous demander au départ, quoi. Et là, ben, pareil, vous êtes redevable, vous avez une dette et vous allez accepter, quoi. Vous allez accepter. L'engagement et la cohérence. C'est l'idée que l'humain cherche à être cohérent dans ses paroles, attitudes, croyances, actions, avec une certaine constante dans le temps. Ce qui conduit à agir de façon à justifier les décisions et comportements antérieurs. Euh, ouais, l'engagement et la cohérence, dans le jargon, on appelle ça aussi le yes set. Enfin, il y a une version de ça qui est le yes set. Donc, vous avez eu probablement tous l'expérience d'un démarcheur par téléphone qui veut vous vendre, je ne sais quoi, un aspirateur, des fenêtres ou ce que vous voudrez. Et, ouais, bon, autre chose. Et puis, il va commencer par vous demander si vous vous appelez bien Monsieur Agenal, si vous êtes bien propriétaire. Alors, il a étudié le truc, il sait à peu près que vous êtes propriétaire, etc., etc. Donc, vous allez répondre oui un certain nombre de fois, le plus, le mieux. Et donc, ça, c'est juste pour vous engager, quoi.
pour obtenir des oui plus facilement par la suite. L'appartenance, l'unité et la familiarité. Donc, ben, si vous parlez à des gens qui connaissent votre milieu professionnel ou qui sont de votre famille ou qui ont des points communs avec vous, ben, vous allez être influencé. Euh, on peut trouver ça, par exemple, dans les emails de phishing euh, ou plutôt de spear phishing, hein, de harponnage où les gens vont délibérément utiliser un langage corporate, par exemple, un langage professionnel, ou un langage de jeunes, là, ou de vioc, à l'inverse. Euh, mais voilà, c'est une façon aussi d'exploiter, quoi. Bon, la rareté, vous savez tous ce que c'est, vous avez tous euh, vu des stands de dégustation dans les supermarchés. Voilà, on fait déguster un morceau de saucisse et puis pour vous inciter plus facilement à l'achat, quoi, pour provoquer plus facilement l'achat. Donc une autre question. Donc à gauche, vous avez les leviers d'influence et puis à droite, vous avez des situations. Et puis il faut relier, donc il faut faire matcher, comme on dit, le levier avec sa situation. Donc, on commence par l'autorité. À l'hôpital, l'infirmière n'a pas réagi lorsque, pour ce malade atteint de blabla, le médecin a prescrit par erreur une injection de dérivés morphiniques trop concentrés. Donc ça, c'est l'autorité. L'infirmière n'ose pas contredire. Donc il y a une expérience très célèbre qui illustre ça. L'autorité, c'est l'expérience de Milgram. Donc si vous ne la connaissez pas, je vous invite à le googler, à googler l'expérience de Milgram. Voilà, YouTuber, il y a au moins 4 ou 5 vidéos là-dessus. Le contraste, donc maman, je peux dormir chez Charlotte. Non, tu as école demain. Ah ben maman, tu m'achètes des fraises Tagada. Donc ça, c'est le contraste. Bon, la petite, elle est pas encore manager, mais elle sait ce que c'est. La rareté, ben, vous voyez ça dans les sites de comment dire, pour les hôtels, là, de réservation d'hôtels, pardon. Donc, ou dans les librairies en ligne, affiche le nombre d'exemplaires restants pour tout ouvrage sélectionné. Bon, il y a aussi une autre manipulation de marketing sur les Amazon et compagnie, là, c'est ceux qui ont acheté ce livre ont aussi acheté ces livres-là, et ça marche très bien pour augmenter le chiffre d'affaires. La réciprocité, c'est j'aime tant l'opéra que je n'ai pas pu résister à la tentation d'aller voir Aïda à la Scala de Milan alors que j'étais en mission pour la boîte. Vous ne le répéterez pas, n'est-ce pas? Le patron n'est pas au courant. Et vous, qu'est-ce qui vous passionne? Voilà, réciprocité. Et puis pour finir, le cadrage. Donc le cadrage, c'est quelque chose qui a été notamment mise en avant, découvert par Daniel Kahneman. Donc le cadrage, c'est influencer la décision dans le discours que vous choisissez. Donc lui, ce qu'ils ont, ce qu'ils ont mis en exergue, ce qu'ils ont prouvé, c'est que, par exemple, lorsque vous parlez de perte ou lorsque vous parlez de gain, la décision n'est absolument pas la même. Donc, entre une boisson gazeuse garantie à 95% sans sucre et une autre indiquant ne contenir que 5% du sucre, que choisissez-vous? Bon, en fait, il n'y a pas de choix puisque c'est exactement la même chose, mais en fait, c'est pas perçu du tout comme étant la même chose. Bon, voilà, j'arrête là mes quiz. Et donc, je reviens à la question de la formation de l'élément humain euh, dans le système d'information. OK. Donc, euh, ouais. Comment répondre à la nécessité de sensibiliser efficacement, de former les utilisateurs durablement, de changer les comportements et de responsabiliser les acteurs? Bon, quand je dis former les utilisateurs durablement, c'est parce que une des raisons aussi, enfin, dans une des études qui a démontré que les formations à l'anti-phishing étaient relativement peu efficaces, euh, on a constaté que les bénéfices de ces formations
s'estompaient ou disparaissaient carrément au bout de 4 semaines. Donc, l'idée, c'est d'essayer de former durablement. Alors, pourquoi ne pas essayer autre chose, proposer un moyen pédagogique pour mettre l'apprenant en situation, le faire participer, lui permettre d'enrôler un personnage, tester ses réactions face à des situations à risque. Donc, Alfred n'a qu'à bien se tenir. Donc, l'idée, c'est de faire l'expérience de l'ingénierie sociale. Nous devrons mettre l'apprenant en mouvement, l'inviter à s'impliquer, euh, euh, la- l'inviter à s'impliquer, pardon, à prendre des décisions. La pédagogie active permet à l'apprenant, euh, en- qu'est-ce que j'ai dit? Permet à l'apprenant d'être acteur, permet à l'apprenti de tester, de se tromper ou réussir, et ainsi d'acquérir des réflexes et des compétences, et surtout le savoir-être, le fameux savoir-être. Le savoir-faire ici n'est pas du tout suffisant. Il est nécessaire d'enrôler l'apprenant, de l'impliquer dans une expérience, le mettre en situation de tester ses réactions face à des situations à risque. Notre ambition dans ce projet, c'est d'amener en douceur l'apprenant à réagir de façon appropriée et adopter la bonne attitude. Donc, le savoir-être, c'est opposé au savoir-faire. Donc, la pédagogie traditionnelle, c'est du savoir-faire. Donc, on a quelqu'un qui détient le savoir euh, et qui explique. Le savoir-être, c'est l'ambition ici, c'est de modifier le comportement. Connaître l'attitude à adopter, les réactions appropriées dans un contexte sociétal précis. Donc ça nous amène tout naturellement au jeu. Le jeu favorise le développement euh, voilà, cérébral. Il s'appuie sur nos émotions et nos actions. Il génère du plaisir. À l'inverse d'une approche transmissive où l'apprenant est passif et docile, l'approche comportementale rend possible, notamment grâce au jeu sérieux, une pédagogie plus active. Bon, mais de quoi parlais-je au juste? Donc, un jeu sérieux, c'est un dispositif ludique conçu pour atteindre des objectifs sérieux tels que l'apprentissage, la formation ou l'enseignement. Le jeu doit être suffisamment prévisible pour être maîtrisé, apprentissage oblige, mais également réactif et imprévisible pour ne pas être ennuyeux. Donc, vous savez, c'est le fameux en même temps. Le jeu doit être en même temps prévisible et imprévisible. Pour concevoir avec succès un jeu sérieux, vous devez mettre l'apprenant au défi, lui permettre d'endosser un rôle et de changer de personnalité. Il faut raconter une histoire et fournir un contexte narratif, impliquer l'apprenant grâce à l'interactivité et à la liberté de choix, ne pas punir l'échec mais récompenser l'effort, donner des commentaires et des retours d'information et puis, au final, pas oublier de prévoir une phase de métacognition. J'y reviendrai. Le principal défi auquel j'ai dû faire face et très vite, c'était d'empêcher le joueur d'adopter une stratégie d'hyperprudence, une attitude de non-prise de risque. Pour que les choix de l'apprenant ne soient pas triviaux, il faut trouver des solutions pour perturber son bon sens, altérer son discernement, son jugement, le déranger dans sa routine, comme le font les ingénieurs sociaux dans la vraie vie. Bon, euh, j'ai joué à pas mal de jeux en ligne gratuits, je précise, gratuits, sur la cyber. Et j'ai trouvé qu'il y en avait beaucoup quand même où il y avait pas de jeu, quoi. Il suffisait de pas cliquer, de pas se connecter, de répondre au nom systématiquement.
de ne pas saisir les données demandées, etc. Donc, enfin, assez vite, j'ai vu que c'était une difficulté assez importante à surmonter, quoi. Alors, comment on peut faire ça? Bon, en fait, c'est la mise en scène qui rend les choses possibles. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que c'est la solution que j'ai trouvée, moi. C'est le choix des situations. Donc, on va injecter de l'incertitude et de l'aléa. On va limiter le temps nécessaire à la prise des décisions. Donc, ça, c'est du stress, hein. Le stress, ça marche bien. Et puis, on va imposer des contraintes. Euh, voilà. Alors, je vais illustrer ça d'abord par des copies d'écran. Et puis, si vous voulez bien, je vous ferai une démonstration du jeu parce que le jeu existe, hein. Je ne parle pas de choses entièrement virtuelles. On a bossé et on est arrivé à quelque chose. Enfin, vous verrez. Donc le joueur, dans une séquence, le joueur doit choisir, doit recruter de nouveaux collaborateurs. Pris. Il doit choisir, pour ce faire, il doit choisir et consulter des curriculum vitae euh, attachés à des courriels de quatre candidats. Donc on présente quatre messages, quatre courriels. Deux messages proviennent de candidats malveillants. Il ne doit pas cliquer, ou tout au moins, il ne doit pas les recruter, quoi. Voilà, il ne doit pas les choisir. Alors, comment altérer son discernement une fois de plus? Donc, ce qu'on a trouvé, c'est que sa supérieure, en fait, va lui imposer une stricte parité de genre. Donc, euh, un, un candidat et une candidate. Parmi les quatre candidats, il n'y a qu'une candidate. Et le CV de la candidate, bien évidemment, il est piégé, quoi. Donc, pourquoi il est piégé? Ben, il nécessite, pour être lu, d'activer une macro Office ou autre, ce qui est totalement, évidemment, vous me le concédez, déconseillé. Le joueur doit donc rejeter le seul curriculum de la candidate, enfin le seul curriculum qui est celui d'une candidate, et enfreindre ainsi la consigne de parité homme-femme. De plus, le temps accordé pour la lecture des courriers est limité. Et la difficulté, et la dernière difficulté, c'est qu'il faut bien retenir le nom de l'expéditeur de chaque courriel pour pouvoir faire sa sélection. Parce qu'à la fin, on a quatre prénoms et il faut dire ceux qu'on retient, les deux, et ceux qu'on rejette. Et si on n'a pas pris soin de vraiment, vraiment enregistrer quel était le CV de qui, eh bien, on n'y arrive pas. On a testé ça hein, à la THCon, là, il y a 3 jours, avec des cobayes. Et il y en a pas mal qui se sont plantés, quoi. Donc ça marche. Alors, le premier CV à rejeter, voilà, c'est un exemple dont on n'est pas peu fier de manipulation. Et donc, il se présente comme ça. Prenez-moi, c'est moi le meilleur consultant. Chère madame, cher monsieur, j'aimerais travailler avec vous tout de suite. Je sais que c'est assez tranquille et bien payé. En plus, j'en connais un rayon sur les avions. Je suis un peu poète, vous savez. Un rayon, avion, je suis un peu poète. Bon, bref. L'aéronautique, c'est très lié aux avions. Euh, Mon nom est Marc Ria et je vous apprécie beaucoup. Sans vouloir vous commander parce que vous êtes libre, vous trouverez mon CV complet à l'adresse suivante. Ça vaut le coup, croyez-moi. Prenez-moi, je vous en supplie, votre profil LinkedIn est sur votre profil, vous avez l'air gentil, j'aimerais pouvoir vous voir tous les jours. Vous êtes intelligent, et moi aussi, alors prenez-moi. Le deuxième, il est assez traditionnel, on va dire, hein, beaucoup plus classique en termes de manipulation. Ce qu'il a avec lui de malveillance, c'est que évidemment, il faut cliquer une macro qui est cliquable d'ailleurs sur le jeu. Si vous la cliquez dès le départ, c'est pas bon. Et c'est celui de Léa, donc le seul CV d'une candidate. Dans une deuxième séquence, le joueur reçoit un appel téléphonique frauduleux dans lequel l'attaquant se fait passer pour un conseiller financier. Alors, le conseiller financier de la banque, évidemment, de la cible, ou en tout cas pas celui
de la cible, mais un collègue du conseiller dont il cite le nom, hein, familiarité. Cet échange téléphonique est l'occasion d'illustrer différentes techniques de manipulation mentale utilisées par les cybercriminels, comme bon, l'engagement, le contraste, la familiarité, le stress, l'anxiété, l'aversion à la perte. On a tout ça dans le discours téléphonique. La séquence est suivie de questions sur les différents biais et leviers utilisés par le fraudeur. Je vous en ai montré deux précédemment. Donc, vous avez ce genre de questions. Quels sont les leviers utilisés parmi les huit? Il faut choisir ce que je vous ai décrit. Bon, un autre exemple de manipulation. Donc, Paul a son ami Pierre. Je déménage dimanche et Zoé et Mathias m'ont déjà dit qu'ils viendraient m'aider. Peux-tu nous donner un coup de main? Pierre, eh ben oui, sans problème. Paul, je loue une voiture et je la récupère la veille, mais seulement pour la matinée. Au départ, je voulais commencer à 6 heures précises, mais pour 7h30, ça devrait aller. Pierre, ah, ça gratte? Bon, ben d'accord alors. Ou alors d'accord. Et donc, ici, ben, on a à choisir les leviers. Donc, alors, le premier, c'est l'engagement. Donc, je vous ai parlé du Yes 7. Donc, évidemment, Pierre, Paul, pour manipuler son ami, va pas tout de suite lui dire qu'il faut se lever à 7h30 un dimanche. Donc, il va obtenir un premier oui, il n'y a aucune raison euh, qu'il dise non. Et en plus, si vous voulez, on a une preuve sociale, puisque Zoé et Mathias se sont déjà engagés. Donc, la conformité sociale veut que ça ça ferait tâche si on disait non, quoi. Donc, le deuxième, vous l'avez compris, c'est la preuve sociale. Et le dernier, c'est le contraste, puisque ben, finalement, 6 heures, c'est cité volontairement, évidemment, pour donner un effet de contraste et alléger le fait qu'il va falloir se lever à 7 heures pour être présent, quoi. Voilà. Bon, ça, c'est la dégustation de saucisses sèches. Donc, voilà, j'en ai déjà parlé. C'est la rareté. Alors, je finirai en tout cas mon talk, enfin, mon discours, avec le mot métacognition. Alors, je suis pas sûr, je vous fais pas lever la même, mais je suis pas sûr que tout le monde connaisse la signification de ce mot. Enfin, moi, je la connaissais pas avant de m'intéresser à tout ça. Et donc, selon une étude de 2009, l'apprentissage par jeu sérieux doit être complété par une phase de métacognition. Des moyens et des temps doivent être prévus pour permettre une certaine métacognition. Il est nécessaire d'autoriser l'apprenant joueur à prendre un recul suffisant pour réfléchir sur ce qu'il a accompli et sur ce qui lui reste à accomplir. Bon, en fait, c'est ça la métacognition. On peut concevoir la métacognition comme la partie de la connaissance de soi relative à la capacité d'apprendre et à la maîtrise personnelle des compétences qu'on vient d'acquérir. Donc en fait, c'est un retour sur soi-même, permettre à l'apprenant de réaliser, en fait, qu'est-ce qu'il a appris, quoi. Est-ce qu'il a bien compris? Est-ce qu'il a bien assimilé, quoi. Auquel cas, s'il n'a pas bien assimilé, ben, il peut recommencer le jeu, hein, il n'y a pas de souci, on peut le jouer tant qu'on veut. Alors, le jeu, en conclusion, le jeu vient d'être terminé dans sa version française. Une version anglaise est prévue. Nous n'avons pas encore de recul quant à l'efficacité du jeu parce que, bon, on attend ce que j'ai ce genre de questions, ce qui est tout naturel d'ailleurs, mais pas vraiment de recul, en tout cas statistique significatif. Nous allons le publier sur notre plateforme LMS, hein, notre plateforme d'apprentissage en français, d'apprentissage en ligne même en français, de l'école et mettre au programme de la formation initiale de nos étudiants et possiblement de nos personnels. Bon, vous savez sûrement on a subi une attaque par rançon logiciel il y a 2 ans maintenant et que normalement dans les PCA, PRA, si vous maîtrisez ça, il faut former les personnels, il faut leur dire de changer leur mot de passe et tout. Il y a tout ce qu'il faut faire après. Et donc, il faudrait le faire. Bon, voilà. Mais moi, je ne suis pas décideur, donc voilà.
Il sera également accessible à tous les établissements d'enseignement qui voudront l'utiliser. Donc, ce sera un genre de licence open source. Et donc, il s'inscrit, ce jeu, dans le projet Osmose. C'est quoi le projet Osmose? Ben, c'est la réponse de la région Occitanie à l'appel à manifestation d'avenir et compétences et métiers d'avenir, volet cybersécurité. Bon, vous avez peut-être entendu parler de ça, sinon si vous avez des questions, je peux aussi y répondre. Voilà. Et puis, une démo, si je peux faire une démo ou on a le temps? Oui, Ouais, oui, oui. Mais je m'entends pas, donc. ok. Alors, d'abord, je voulais, alors je vais faire une démo du jeu, mais d'abord, je voudrais un peu introduire le truc. Le jeu débute par une animation illustrant les deux systèmes de pensée de Daniel Kahneman. Donc, il y a une animation, un truc sympathique là, qui explique système 1, système 2. Et puis, tout de suite, on embraye sur une question, bon, associer les situations au bon système de pensée. Bon, je ne m'attarde pas là-dessus. Euh, voilà. Euh, le joueur possède un compte bancaire alimenté dès le départ de 150 euros. Il peut augmenter son capital grâce à des sessions de quiz. Donc, il faut volontairement rentrer dans des sessions de questions-réponses. Euh, les réactions et comportements attendus, donc j'avais du mal à définir ça, mais en gros, ce que le joueur fait bien, quoi, les bonnes réponses qu'il donne pendant le jeu, hein, sont récompensées par des points. Et à la fin du jeu, le score obtenu détermine l'échec ou le succès au jeu. Euh, donc, j'ai parlé de liberté de choix, de liberté de naviguer. Donc, à tout moment, en activant un téléphone portable qui apparaît là dans l'interface, on ne voit pas ici, l'apprenant a la possibilité de naviguer dans le jeu. Donc, en fait, euh, il y a deux situations dans le jeu, il y a deux lieux précis. Il y a le domicile et il y a le travail. Donc, à tout moment, il peut shifter, switcher, enfin, passer du domicile au travail. Il peut choisir de réaliser un quiz et il peut consulter son compte bancaire. Donc, il y a une obligation de réaliser un quiz. Euh, il y a un passage obligé par les quiz suivant comment le joueur a négocié son aventure. Euh, ouais, j'y reviendrai dans la démo. Donc, ça tombe bien. Oh, pardon. Ça, je ne voulais pas le montrer tout de suite. Donc, je vais passer à autre chose. Où est-ce qu'il est mon jeu? Euh, il est là. Voilà, vous le voyez là, c'est bon? Ah, j'étais déconnecté, non? C'est ça? Donc, je recommence. Ouais, il faut Il n'y a plus de repartager. partage écran. Ouais, c'est ça. J'y vais. Alors, c'est là. Parce que c'est là que je veux aller. C'est bon? Vous l'avez? Ouais, c'est bon. Donc, on y va. Alors, je reprends parce que ouais, il n'y a pas de sauvegarde dans cet outil. Donc, voilà. Donc, ici, on est enfin, à une partie, dans une séquence du jeu. Donc, ici, vous avez ce fameux téléphone là. Que souhaitez-vous faire? Je peux rester ici, aller au travail, etc. Donc, je vais rester ici parce que c'est ça qui m'intéresse. Alors là, ça sonne. Venez de recevoir un message, donc je continue. Et là, ben, on a une attaque, une vraie attaque, hein, qui est apparue sur WhatsApp. Donc on l'a modifié. Aroscopia vous offre 4 billets gratuits pour 100 familles pour célébrer son 10e anniversaire. Bon, donc là, on remarque le mot gratuit. Ouais. Alors, ouais. Ok. Donc,
Ah ouais, ben, c'est passé vite. Alors, avant de passer à la scène suivante, en fait, on laisse euh, beaucoup de temps au joueur, d'abord pour lire le truc, mais on lui laisse encore plus de temps pour voir il va activer le lien, parce qu'il y a une possibilité d'activer le lien. Et donc, lorsqu'il ne l'active pas, évidemment, donc vous avez vu, il gagne des points. Et puis, il y a toujours une séance de remédiation, enfin d'explication des techniques. Donc ici, bon, je garde la suite. Donc on a la fille du joueur qui, bon, qui est une adolescente, on le voit, et qui aime bien jouer, et puis qui n'a pas forcément assez d'argent de poche pour s'acheter les jeux. Et donc, enfin, en tout cas, à mon époque, je ne sais pas si on peut toujours trouver du code pour craquer les jeux. Et puis, évidemment, le code est vérolé et active un rançon logiciel et verrouille le poste. Alors, euh, le poste, il est verrouillé, pas systématiquement. Donc, au début du jeu, on peut acheter un antivirus. On peut faire l'achat d'un antivirus. Et c'est ce que je vous disais, enfin, l'intérêt de faire des quiz, c'est d'augmenter son compte, son argent sur son compte en banque. Et on a le choix entre acheter un antivirus monoposte ou multiposte. Et le multiposte coûte assez cher. Et on n'a pas l'argent, par défaut, on n'a pas assez d'argent, donc on va être obligé de faire des quiz. Et si on n'a pas acheté d'antivirus, ben on se retrouve ici, d'accord? Et donc on est infecté. Et en fait, donc on explique que les autorités déconseillent fortement de payer, hein. Voilà, bon, on fait les choses comme il faut, on ne veut pas fâcher l'ANSSI non plus. Mais voilà, pour récupérer ces données, eh ben, on a deux options en fait. Soit on consulte une boîte de service qui va essayer de faire de la brute force et récupérer la clé. Euh, Soit ben, on paye la rançon. Donc, si on ne veut pas, toujours pas faire les quiz parce qu'on est paresseux, on fait appel à une société, ça nous coûte 50 euros, ben on a l'argent, hein, mais ça ne marche pas parce que on a payé 50 euros pour un devis, hein, ce qui est courant même chez votre plombier parfois ou votre électricien. Et puis on a perdu 50 euros parce que ben, la clé elle est très robuste et puis ils ne sont pas arrivés à la craquer, quoi. Donc en fait, la seule solution, ben, c'est de s'occuper du problème plus tard, mais ça va revenir hein, comme un boomerang, évidemment. Il y a un moment où on sera bloqué et il faudra payer la rançon. Et pour payer la rançon, ben, il faut faire des quiz, quoi. Voilà. Et donc, oh, c'est comme ça qu'on arrive à forcer l'apprenant qui veut pas s'embêter à faire des quiz. C'est comme ça qu'on le force à faire des quiz, quoi. Voilà. Euh, je peux également vous montrer autre chose. Euh, ouais, alors la banque, je vous ai montré des extraits, c'est le téléphone. Bon, le CV, je vous ai expliqué aussi. Bon, là, il y a un truc, un dernier truc. Ouais, voilà. Ça, c'est quelque chose qui est plutôt en mode jeu d'aventure. Euh, donc, voilà. Et alors, oui, on est. Ouais. Voilà, alors, donc ici, bon, c'est un peu un truc à l'ancienne, là, les jeux Lucas Art, pour ceux qui connaissent, euh, et donc les jeux d'aventure, donc il faut retrouver le mot de passe. Alors, la personne, enfin l'utilisateur a laissé des indices. Alors, c'est un truc qu'il faut surtout pas faire, hein, on est d'accord, mais bon, sinon il n'y a pas de jeu. Euh, il a laissé des indices sur son bureau. Et donc, il faut retrouver le mot de passe. Donc, si on clique ici, ben, on a un joli bébé là, avec sa date de naissance, son prénom. Et si on clique sous le clavier, pareil, on a une carte postale de Nancy, voilà, enfin, le collègue, l'étudiant
a développé le jeu était de Nancy, donc je lui ai dit, fais comme tu veux, t'as qu'à mettre une carte postale de Nancy. Donc on est dans un jeu sérieux, donc il faut pas bloquer l'utilisateur, quoi. Il n'est pas question qu'il perde parce que il n'a pas réussi à trouver. Donc on lui a laissé des indices. Voilà, tous les éléments sont repérables, repérables, ne sont pas forcément dans le mot de passe, etc., etc. Donc on lui explique que il faut, bon, qu'il y a des majuscules. Et le dernier indice, on lui donne carrément la solution, hein, parce que voilà, il faut pas qu'il soit bloqué. Donc la solution, c'est ça. Ah ben tiens, il y a un bug là, tiens, je l'avais pas vu. Ah, c'est marrant ça. Bon, ok. Ok, donc il va falloir corriger ça. Bon, voilà pour mes démos. Je voulais juste mettre la dernière diapo, c'est important. Elle est là. Voilà. Non, c'est pas ça. Pardon. Si, c'est ça. C'est ça, mais il faut que je fasse ça. Voilà. Vous le voyez? Il faut que. Bon, la dernière diapo, c'est ça. Vous êtes tous très beaux et vous avez peut-être des questions. Merci. Merci, merci. C'est bon, le micro? Merci beaucoup. On arrête l'enregistrement.